c'est l'actif le plus précieux des agriculteurs. Pourtant, on l'a longtemps ignoré. Et encore aujourd'hui, on le connaît mal. Je vous parle évidemment du sol, qui nous rend d'innombrables services, comme de nourrir des milliards d'êtres humains sur la Terre chaque jour. Pourtant, les sols ne se portent pas bien et il est grand temps qu'on prenne soin d'eux. Voici notre grand dossier sur la santé des sols. Nous sommes au début mai. Jim Bryson a quelque chose à nous montrer. Sous ses petites serres, bien à l'abri, poussent ce qu'il appelle ses bébés. Sous chaque mini-serre se cache un plant de citrouille que Jim va bichonner pendant des mois. Car c'est un amateur de concours de citrouilles géantes. Un jour, mon cousin m'a offert un plant qui a produit une citrouille de près de 300 kilos. Chaque année depuis, je dis que je vais arrêter, mais quand le printemps arrive, c'est plus fort que moi. Agriculteur retraité, il a travaillé toute sa vie de manière conventionnelle. Il labourait la terre et utilisait des engrais chimiques et des pesticides. Et c'est d'abord de cette manière qu'il fait pousser ses citrouilles. En 2011, j'ai établi le record du monde avec une citrouille de 850 kilos. Mais je comprenais rien au sol, et c'était de la chance plus qu'autre chose. Il a toutefois l'impression de plafonner. Son sol s'épuise, et pour grossir, ses citrouilles ont besoin de toujours plus d'engrais. C'est alors qu'un déclic se produit. Je me suis mis à faire des cultures de couverture, et ça a amélioré mon sol de manière incroyable. Tous les micro-organismes qu'il y a dans le sol, ça rend les plantes heureuses. Des cultures de couverture comme ce seigle bien vivant, dans lequel Jim a implanté ses citrouilles cette année. À toute petite échelle, Jim nourrit donc son sol, avec du fumier et des plantes. Ça peut paraître banal, mais c'est une petite révolution. Le sol est essentiel à notre survie. 95% de nos aliments proviennent d'une mince couche de sol à la surface de la Terre. Depuis 10 000 ans, on le cultive et il nous nourrit. Mais dans les 100 dernières années, l'agriculture s'est intensifiée à vitesse grand V. Aujourd'hui, les sols sont à bout de souffle. L'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, considère que le tiers des terres agricoles de la planète est déjà dégradé, alors qu'il faut 1000 ans pour régénérer 2 à 3 cm de terre arable. L'agriculture a subi des transformations très importantes, surtout en matière de mécanisation, bien sûr. Petit à petit, on en est arrivé à un système qui est beaucoup plus artificiel, qui est artificialisé, en fait, par rapport à ce qu'on va trouver dans la nature. Alain Olivier est un spécialiste d'agroécologie. On est parti de systèmes paysans où il y avait une diversité à la fois de plantes et même d'animaux. On avait une intégration étroite de l'agriculture et de l'élevage à des systèmes très spécialisés où on a une unique culture sur des dizaines ou même des centaines d'hectares à la fois. Au fil des ans, les monocultures ont accéléré la perte de fertilité des sols. Les monocultures, ça marche, ça a marché évidemment pendant un certain temps. Ça a permis d'avoir un rendement élevé d'une seule culture. Ça a simplifié beaucoup les choses en matière de récolte, par exemple. Mais très vite, on s'est rendu compte qu'on avait des problèmes de dégradation des sols, par exemple, parce qu'on a des cultures qui exploitent toujours la même couche de sol, qui ont le même type d'enracinement. The fertilizer goes to work instantly. Now you can have winning tomatoes, strawberries, corn, and other vegetables in spite of poor soil and dry weather. Au cours du siècle dernier, de nouveaux produits ont permis au rendement de faire des bonds de géants, les engrais chimiques. Des produits adoptés à grande échelle sans qu'on en mesure toujours les impacts sur le sol. On sait peu de choses de ce qui se passe dans le sol, puis malheureusement, on a joué un peu aux apprentis sorciers, je dirais. On s'est dit, avec les avancées de la chimie, par exemple, il suffit d'ajouter un peu d'azote
un peu de phosphore, un peu de potassium, on brasse tout ça, on fait des quantités qu'il faut et puis on va avoir un bon rendement de la plante. C'est vrai à court terme, mais ce dont on ne s'est pas rendu compte, en fait, c'est que le sol, c'est beaucoup plus qu'une addition d'éléments chimiques. C'est un milieu qui est grouillant de vie, c'est un milieu vivant. Pour comprendre de quoi il s'agit, ça vaut la peine de faire un trou et d'y regarder de plus près. Pierre-Olivier Gaucher conseille des agriculteurs en s'inspirant des principes de l'agroécologie, une approche qui mise entre autres sur l'incroyable pouvoir des plantes. Ici, là, à première vue, ça bouge pas. On dirait qu'il n'y a rien qui se passe. Et pourtant, si on regardait avec un microscope, qu'est-ce qu'on verrait? Dans une cuillère à soupe qui représente à peu près 15 grammes de sol, on peut avoir entre 6 et 9 milliards d'organismes vivants. Il y a donc plus d'organismes vivants dans une cuillerée de sol qu'il y a d'êtres humains sur la Terre, ce qui fait du sol l'un des plus grands réservoirs de biodiversité de la planète. Des insectes bénéfiques, il y a des micro-organismes bénéfiques, il y a un paquet de bactéries, de champignons. Certaines de ces petites créatures vont décomposer la matière organique. D'autres sont capables d'extraire les minéraux de la roche et de les rendre disponibles pour les plantes. D'autres encore protègent les végétaux des pathogènes. Et ce ne sont que quelques exemples de ce qui se passe sous nos pieds. Plus on produit de biomasse aérienne et souterraine, plus la biodiversité augmente dans le sol, plus la biodisponibilité des éléments nutritifs va augmenter aussi. Plus c'est biodisponible, plus on produit de belles récoltes, de belles couvertures. Tout est relié, tout est lié. Les scientifiques considèrent qu'on ne connaît qu'une infime partie de tous les micro-organismes du sol. Mais on sait que leur équilibre est affecté, entre autres, par les engrais et les pesticides. Le problème des fongicides, des insecticides, c'est qu'ils sont rarement très sélectifs, c'est-à-dire qu'ils vont affecter, oui, l'insecte dont on voudrait se débarrasser, affecter le champignon dont on voudrait se débarrasser, mais ils vont en affecter aussi plein d'autres organismes qui sont des organismes utiles. Chaque année au Canada, près de 100 millions de kilogrammes de pesticides sont utilisés dans les champs cultivés. Des produits qui améliorent les rendements à court terme, mais qui se retrouvent un peu partout dans l'environnement et contaminent notamment les cours d'eau. Pourtant, il y aurait d'autres façons de faire. Nous sommes à la fin avril. Les feuilles commencent à peine à sortir. Tout brun, les champs émergent de l'hiver. Mais certaines parcelles, déjà vertes, se démarquent. Ici, le seigle forme un beau tapis. Après le maïs, moi, je sème un seigle. Le seigle, il passe l'hiver. Au printemps, c'est le premier qu'on va pousser, là. André Charbonneau est producteur laitier à Saint-Marc-sur-Richelieu. Depuis une dizaine d'années, il couvre ses champs en permanence et il ne laboure plus. Moi, je trouve que les plantes font le travail mécanique qu'on faisait avant. Ça remplace, si on veut. Les racines font qu'il y a plus de vie dans le sol. Ça remplace plus que le mécanique. C'est meilleur, selon moi. Là. En mettant plus de vie dans le sol, tout l'ensemble répond mieux. Là. Selon lui, il faut changer notre façon de voir le sol et faire confiance à sa fertilité naturelle. Si on travaille le sol et on bourre ça d'engrais chimiques, ça devient comme juste un support pour les plantes. Là. Mais si on ne met pas d'engrais, puis on va juste avec ce que le sol nous donne, là, toute la terre rapporte ce que la plante a besoin. Là. Après sa récolte de céréales au mois d'août, l'agriculteur a tout de suite ressemé des cultures de couverture. Arrivé à l'automne, le mélange multi-espèces est luxuriant. Grâce à ces plantes, André Charbonneau a pu réduire de moitié les engrais chimiques sur sa ferme. Dans ses champs de maïs, on voit aussi comment les cultures de couverture entre les rangs barrent la voie aux mauvaises herbes en occupant l'espace, ce qui diminue l'utilisation des pesticides. Pour approfondir la question, retrouvons Pierre-Olivier Gaucher sur sa terre à Contrecœur. Salut Pierre-Olivier. Salut Catherine, ça va? Ça va toi? Oui, super. Selon lui, il faut de toute urgence cesser de se battre contre la nature et essayer plutôt de l'imiter. Un sol couvert, c'est un sol fertile. Dès le printemps, c'est quoi qui est vert? Les gazons, les prairies, les fossés, les bords de fossés. Le champ à nu ne pousse pas. Ça va prendre un mois et demi. Ce temps de photosynthèse-là, c'est de l'énergie. Pour qui? Pour nourrir nos employés dans notre usine qui est notre sol, notre rhizosphère. La rhizosphère, c'est la zone qui entoure les racines. C'est un lieu d'échange intense entre les plantes et les champignons mycorhiziens notamment.
Les mycorhizes, c'est quoi? C'est des champignons qui s'associent aux racines, donc ils cognent à la porte de la racine et disent, écoute, moi, je suis pas capable de produire de la photosynthèse, donc d'avoir des sucres. Je te changerai des sucres contre du territoire. Je vais aller explorer du territoire pour toi. Je vais solubiliser des éléments nutritifs que tu n'es pas capable de solubiliser. Puis on va vivre en symbiose, puis on va bien s'entendre. Cette alliance va permettre aux plantes d'avoir accès à des éléments essentiels à leur croissance et leur santé, comme le magnésium, le calcium, le zinc. Tous ces éléments-là vont développer un système immunitaire de plantes beaucoup plus élevé, qui va être beaucoup moins favorisé par l'attaque de ravageurs, de champignons, de maladies fongiques. Tout ça, c'est une synergie. Pourquoi les arbres à côté de nous, ils sont pratiquement jamais malades? Parce qu'il y a une synergie, il y a un écosystème. Il faut créer l'écosystème cultivé. Pour que ça fonctionne, il faut donc perturber ce milieu-là le moins possible.